Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'exceptionnel politiquement incorrect. Comme chaque jeudi en direct sur les stations de Radio Rec, la web radio du campus de Marne-la-Vallée. On n'oublie pas nos collègues de mots, de séries et de partout ailleurs en France, à l'étranger, partout dans les quatre coins du monde. Bref, nous sommes en direct sur Radio Rec. La terre est plate, disait un chanteur français que beaucoup n'aiment pas. Bref, la référence sera implicite. Vous avez reconnu la voix suave de Nicolas. Bonsoir Nicolas. C'est ce que j'allais dire, les larmes ne sont plus là, les sourires par contre sont de retour puisque Marc lui aussi est de retour. Bienvenue dans la place. Voilà, il néglige à la fois les auditeurs et ses collègues. Quelle misère, quelle misère. Et puis n'oublions pas le très studieux Maxime. Bonsoir Maxime. Voilà, il en perd son micro. Bah oui, il marche. On a tout fait en ton absence. On a préparé ta place. Elle est bien chaude. Et voilà, il est prêt. Et oui, on a mis tout en ordre. Ce soir, comme l'a annoncé Marc, on va parler d'Afrique, puisque Marc est l'expert déclaré de la matière. Alors ce soir, c'est quoi ? Voilà, Afrique et crise, hein, ça devient un peu synonyme en ce moment, et depuis pas mal d'années. Et puis on va revenir sur l'affaire Cahuzac, puisque après avoir démissionné, le cher monsieur a avoué avoir des comptes en Suisse et ailleurs également. Alors 2 comptes en Suisse, un compte... Alors moi j'ai lu, je sais pas si Voilà, on en reparle, voilà, donc il a eu finalement plusieurs comptes, mais pas en même temps. Si on est très concret finalement. Mais voilà, ça se balade l'argent et il y a bien eu de l'argent à l'étranger, pas forcément de manière très légale, on va y revenir. Bon, on va commencer par le commencement, on va acclamer qui de droit, Marc, hein, qui le tapis rouge t'est déroulé, tu reviens et directement, tu as le droit à ta grande chronique africaine, comme de coutume, et critique, grosse critique finalement peut-être, ou chronique critique en tout cas, d'une situation qui l'est tout autant. Bah, vous savez tous que la Centrafrique connaît une période de crise actuellement. François Bozizé, qui est l'actuel président, est poussé du pouvoir par les rebelles. Hein. Et donc je vais commencer pour vous expliquer que la Centrafrique c'est un cas d'école dans les crises politiques, qui n'a jamais eu de stabilité après les indépendances. Et pour ça, c'est vraiment un cas d'école. Et que, à la fois, donc on se trouve dans l'Afrique centrale et orientale. Donc, si vous situez un petit peu le golfe de Guinée, voilà, c'est à l'est. Vous êtes au sud du Tchad, au nord de la Côte d'Ivoire. Et vous avez voilà, ces deux pays, voilà, à la fois la République démocratique du Congo et la Centrafrique, hein, qui sont des régions qui, depuis l'indépendance, n'ont pas cessé de faire l'actualité. Donc, on en revient encore aujourd'hui. Et on en avait parlé il y a à peu près 4-5 ans. Voilà, la France était ingérée dans ces affaires lors de nouvelles crises. Voilà, mais les siècles qui ont suivi l'indépendance ont vraiment été chaotiques pour ce qui est de la Centrafrique. Et je vais vous le démontrer avec les différentes crises politiques qui sont déroulées. Donc, il faut se souvenir que le 13 août 59, voilà, la Centrafrique est indépendante. Ça y est, la France a lâché cette colonie. Donc c'est le président David Dacko qui arrive et qui est le président, hein. Et on connaît quand même quelques turpitudes, hein. Il y a eu des émeutes puisque le Bokassa, vous savez, celui qui s'est couronné un petit peu à la façon de Napoléon, a finalement renversé le pouvoir. Un ancien général qui est devenu maréchal, il a pris le pouvoir comme ça. Bon, en Afrique c'est souvent des fois comme ça, hein. On prend le pouvoir avec un coup d'État ou un putsch, hein, vous allez le voir. Donc des émeutes ont eu lieu parce que Bokassa avait pris le pouvoir.
Et lors d'une nouvelle élection, voilà, la démocratie, encore ici, voilà, qui arrive dans le territoire africain, aux nouvelles élections qui se sont passées en 77, en 81, pardon, je me trompe, eh bien c'est Dako qui est réélu président. Et il faut bien encore noter qu'il y avait 3 candidats qui étaient présentés. Il y avait Ange Patassé qui a fait 38%, 50% pour Daiko. Et on a eu vraiment, avec André Kolingba, qui était l'autre concurrent, des votes purement régionaux, pardon, excuse-moi, ça c'est la fatigue, j'encaisse. Voilà, des votes purement régionaux qui, en fonction de leur ethnie, puisque vous savez toujours que en Afrique ça fonctionne comme ça, l'ethnie, la religion, ça fonctionne à peu près comme ça. Donc au final... Patassé, il n'a pas eu assez Patassé. Oh non, ça suffit, non. Ça, c'est pour ça que je voulais pas venir au bout de 2 semaines, voilà. Donc finalement... de Nicolas est toujours présent malheureusement. On n'a pas encore éradiqué ce problème. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer à cette date? Le pouvoir est encore à Dako, et là, Kolingba, celui qui avait fait le moins de votes, décide de renverser le pouvoir. On le renverse, hein, voilà. Donc il prend le pouvoir, et au final, durant les années de sa présidence, il pratiquait une politique ethnique féroce, vraiment, vraiment féroce. Et il y a même une armée personnelle à base ethnique, hein. Donc on est vraiment dans cette encore cette relation ethnique dont je parle souvent. Et en 93, lors d'autres élections, l'ethnomathématique, comme j'en ai déjà parlé avec Lugan, se met en place. Et finalement revenir un peu sur ce terme. Oui, alors l'ethnomathématique, c'est voilà, chaque vote d'un électeur africain dépend non pas de lui mais du groupe auquel il appartient. Donc dans le cas de l'Afrique, de la Centrafrique, vous avez les Sara, les Bangba, et vous avez les Yakoma. Enfin, c'est différentes ethnies qui se représentent. Et voilà, l'ethnomathématique, c'est plus vous avez d'ethnies. Le candidat qui représente une ethnie, si son ethnie est majoritaire dans le pays, c'est lui qui va gagner. Après, avec des différences, c'est-à-dire que vous allez avoir des régions qui vont être plus des Bagba et d'autres qui vont être des Yakoma. Donc forcément, régionalement, ça va faire des différences. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc c'est vraiment le plus fort sur le plus faible. Et le seul souci de la loi du nombre. La loi du nombre. Et le problème, c'est que la loi du nombre fait en sorte qu'on ne prend pas en compte le reste. Je veux dire, voilà, en France, on sait que c'est un petit peu bateau, quoi. Il y a UPS ou UMP. Au final, ça plaît pas trop aux autres, mais on essaye au maximum, je sais que je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais de conserver l'intérêt général, même si c'est un truc un peu caduc maintenant. Donc, je le reviens, 93, c'est les nouvelles élections législatives et présidentielles. Et là, on a un changement qui va se passer, puisque Ange Patassé, celui qui s'est fait avoir, revient au pouvoir. Vous voyez, ça revient. Ça y est, il a pu Patassé, il a beaucoup. Voilà, ça suffit. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que il va se rendre compte que l'armée de Kolingba, celui qui était avant lui, c'était uniquement de son ethnie. Donc, Kolingba avait une ethnie, il était Yakoma, et avait fait sa propre armée du pays, qui était l'armée Yakoma. Donc Patassé arrive au pouvoir, il se dit mince, j'ai une armée, mais c'est pas mon ethnie, ils vont jamais me suivre. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissoudre l'armée. Et il va demander l'aide à la France, parce qu'il y a un climat de guerre civile qui est arrivé. Donc voilà, il demande de l'aide de la France. Ce que la France va faire, il y a eu des mutineries, et Bangui, la ville dont on parle encore aujourd'hui, va être séparée ethniquement. C'est-à-dire qu'au nord, vous allez avoir les gens du fleuve, et au sud, vous allez avoir plutôt les ethnies du type Yakoma, etc. Donc vous voyez, en règle générale, c'est quand même un pouvoir qui est, en Centrafrique, qui est plutôt balancé. Donc Patassé continue jusqu'en 97. Il y a eu des rebelles qui se sont révoltés contre Patassé, encore les mêmes, même s'ils ont à peu près changé. Et des accords de paix furent quand même signés. Et en 99, il fut quand même réélu malgré tout le problème qu'il avait causé. Là, les autres élections du 2001 vont déboucher carrément sur un putsch. Un putsch qui va finalement éclaté le 25 août 2001, fomenté encore une fois par l'armée de Kolingba. Donc c'est Kolingba qui va reprendre. Et enfin celui que nous voulons entendre, en 2001, le général Bozizé, donc ancien chef de l'état-major centrafricain, qui venait d'être limogé, refait un putsch et se souleva. Alors Bozizé arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir quelqu'un qui est marqué par un islamisme très par un christianisme très puissant, d'une ethnie un peu différente. On est toujours sur le Yakoma, donc on change un petit peu de vision. Et là, ce qui se passe, voilà, François Bozizé arrive, renverse le président Patassé, comme je viens de vous le dire, et se fit élire
président de la République en 2003. Donc vous voyez, il y a des putschs, il y a des élections qui ont confirmé les putschs, mais vous voyez que c'est quand même très très instable. Et donc voilà, voilà, c'est ça l'histoire de la France, c'est ça l'histoire de la Centrafrique, c'est voilà, des conflits politiques depuis les indépendances, il n'y a aucune stabilité politique. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on a dans l'actualité, c'est encore une crise des rebelles qui mettent en cause et renversent Bozizé. Voilà, Bozizé. Donc vous voyez qu'au final, au vu de ce que je viens de vous dire, c'est pas étonnant de voir que ça pète encore. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique en plus de région, puisqu'il y a le Tchad au sud qui soutient Bozizé. La Côte d'Ivoire ne veut pas voir arriver le principal opposant de Bozizé. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'on fait partie de la communauté économique des pays. Ces pays-là, la Centrafrique, le Tchad, la Côte d'Ivoire, font partie de la communauté économique des pays d'Afrique centrale. Et donc voilà, on est vraiment dans une logique où même son propre pays n'a pas le pouvoir, parce que s'il y a des opposants qui arrivent, si le Tchad n'est pas d'accord, il ne va pas être élu. Donc on est vraiment dans ces logiques-là. Donc les rebelles arrivent, se révoltent contre Bozizé depuis décembre. Alors qui sait? Alors, pourquoi des rebelles? Alors les rebelles, on les regroupe sous le nom de Séléka. Vous avez déjà lu ça dans les journaux, je pense. Et alors vous avez 3 groupes. Alors l'UFDR, donc qui est l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, qui est dominé par Michel Djotodia. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Et le CPJ, qui est la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, vous voyez, c'est encore des noms à mort moelleux, voilà. Et le CPSK, qui est la Convention démocratique du Salut du Caudreau. Ces 3 rébellions donc, opèrent dans le nord du pays, donc là où il y a la ville, Bangui. Et il y a quand même une déclaration. Ils ont des intérêts totalement opposés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Bozizé, mais ils se disent bon, si on veut avoir une chance de le faire tomber, il faut quand même faire des coalitions, il faut quand même qu'on se débrouille. Donc là, le parti le plus important là-dedans, il faut bien comprendre que c'est l'UFDR, donc c'est-à-dire l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement. Puisque Michel Djotodia, c'est lui-même qui se présente comme le président, nouveau président de la Centrafrique. C'est le personnage central. C'est là, voilà, il y a tout ce problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas été élu. Il y a des élections devront se dérouler en 2014 ou 2016, ça dépend. Hein, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Vous voyez, c'est encore flou. Donc, Djotodia se présente. Je suis le président de la République. On ne veut plus de Bozizé, voilà. Donc, ça fait partie c'est le chef de l'UFDR. Donc, c'est vraiment un personnage charismatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bozizé, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de toute façon, les rebelles ne représentent pas l'intérêt de la Centrafrique entière, ce qui est vrai, puisqu'il y a encore une fois des questions d'ordre économique et ethnique derrière tout ça. Donc voilà, Bozizé, il est dans une logique où il met en avant le fait que les rebelles ne représentent pas du tout l'intérêt de tous les Centrafricains. Donc, il y aurait 2 facteurs explicatifs. Il y aurait 2 facteurs explicatifs. Et juste avant, je voudrais quand même dire qu'il y a eu un sommet qui a été fait à Libreville, pour essayer de se débrouiller sur cette question. Donc Libreville, c'est au Gabon, donc qui s'est tenu pendant 2 jours entre les belligérants. Les rebelles sont venus. Donc voilà, c'est encore dans cette idée de la communauté européenne, communauté économique des pays d'Afrique centrale. On est vraiment dans cette communauté économique qui est très importante. Et on ne veut pas vraiment que ça dérape. Hein. Les regroupements de régions se font beaucoup. Voilà, et donc, en fait, c'est l'équivalent de la CEDEAO pour la région. Exactement. Ou alors aussi de ce qui se passe en Afrique du Sud avec les politiques de région. Voilà, j'en avais déjà parlé. C'est toutes ces organisations voilà, c'est ça. régionales. Donc vous voyez, conflit politique, il n'y a pas de stabilité en Centrafrique depuis les indépendances. Un nouveau conflit qui, en fait, l'histoire nous montre que c'est récurrent. Les rebelles, ils existaient avant, ils ont changé, mais au final, c'est toujours... Voilà. Donc, c'est le paroxysme. C'est le paroxysme quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun truc qui va. En Centrafrique, c'est vraiment l'archétype. Et comme tu le disais, je vais proposer 2 visions de cette crise. Alors là, je me suis inspiré de plusieurs sources. Alors, j'ai cité le Dubresson qui m'a servi surtout pour les questions d'ordre économique. Alain Dubresson, donc l'Afrique subsaharienne, géographie du changement, avec il y a, je crois qu'il s'appelle Steck, il y a Moreau et d'autres, j'en oublie malheureusement des auteurs. Donc c'est un ouvrage collectif qui résume à peu près grossièrement la situation. Et l'approche ethnique est celle de Lugan, qui moi m'a assez plu, puisque en fait dans toute l'histoire de la Centrafrique, c'est quand même ces questions-là qui reviennent sur le tapis. Alors la question d'ordre économique. À l'époque coloniale, en fait, la Centrafrique s'appelait Lubangui-Tchari, qui produisait beaucoup de café. Beaucoup de café et était réputée pour sa faune. Mais aujourd'hui, la caféiculture n'existe plus du tout. Et la faune a été exterminée par le braconnage, qu'on n'a pas réussi à réduire.
Donc c'est quand même de 92 à 2004, c'est le pays qui est passé quand même de la 146e place du classement du PNUD au 166e rang quand même. Donc c'est vraiment un des pays où le PIB est très faible et il a chuté de 20% en à peu près un peu moins de 20 ans. Donc la RSA n'a pas de ressources, vit essentiellement du commerce économique de la communauté dans laquelle il appartient. C'est un pays enclavé. Qui n'a pas de route pratiquement, c'est-à-dire que les rebelles, ce qu'ils ont fait eux, c'est que comme il n'y a pas vraiment de communication qui est faite au sein du pays, parce que c'est un pays où il y a 3 millions d'habitants, un peu 3500 à peu près, il n'y a pas de communication, donc les rebelles ont bloqué les routes. Donc ce qui voilà, ça ne facilite pas les richesses. Et donc c'est certes un pays qui est très pauvre d'un point de vue économique, mais il y a une richesse. Et c'est ça que les rebelles veulent. À Bria, vous avez une ressource diamantifère énorme, très importante, qui a d'ailleurs fait, il y a à peu près un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre 2011, les ressources diamantifères avaient fait l'objet d'un conflit ethnique entre toujours les mêmes ethnies, donc les Sara, les Bangba, les Yakoma, etc., les Songo. Et donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Et donc une richesse économique, ce pourquoi les rebelles se battent. Et aussi, donc quand on regarde un petit peu le discours des rebelles, et je me suis baladé un petit peu sur les sites qui étaient partisans de ces rebelles-là, voilà, c'est vraiment l'instabilité de Bozizé, qui est d'ailleurs arrivé sur un putsch, qui s'est fait élire, mais on ne sait pas trop comment, parce que vous savez très bien que la démocratie et les bulletins en Afrique, des fois, c'est pas très bon. D'autres qui mettent en cause l'intervention de la France. Donc voilà, la question économique reste centrale avec une ressource diamantifère et un pays qui cependant reste très pauvre, et Bozizé n'a rien arrangé du tout, comme tous ses prédécesseurs, faut le dire quand même. Donc voilà, approche économique qui pousserait les rebelles à faire ça. Mais autre point. L'autre point, c'est le point de vue ethnique. Ethnique qui nous dit que Bozizé est un Yakoma, et par contre, son principal adversaire est quand même comment dirais-je, non, j'ai confondu, tout pour moi. Bozizé est un Bangba et son opposant, Jotodia, est un Yakoma. Conflit ethnique, les deux n'ont jamais pu s'entendre entre nord et sud, ça a toujours été la merde. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours opposés, et là revient et apparaît sur quelques sites qui sont l'Afrique réelle ou aussi Afrique jeune, là cette idée de l'ethnicité, voilà, parce qu'il y a le conflit ethnique, donc les deux ethnies qui s'opposent, et l'ethnicité joue sur l'utilisation politique de l'ethnie. Donc dire que le représentant, un chef politique, va jouer de son ethnie pour se faire élire et se faire soutenir. Ce que fait Jotodia dans l'exemple des rebelles. Et il y a aussi un deuxième facteur. Donc, juste concrètement, avant de partir sur le deuxième facteur, qui a quelle partie du pays ? Les Yakoma ont le nord du pays, c'est les anciens gens du fleuve. Et tout ce qui est Bangba, Sara, etc., ils ont fait des coalitions pour remporter le pouvoir, se trouve au sud. Donc, mais au sein de la ville... Au sud, où il y a quand même la capitale Bangui. Voilà, et par contre, au sein de la ville, il y a encore une fois, qui date de l'histoire, une opposition entre un nord qui est plutôt Yakoma, qui est plutôt Yakoma. Au sein de Bangui. Au sein de Bangui, qui est vraiment très important, et même au sein de Bria, qui est la capitale diamantifère. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des oppositions ethniques et qui font des morts, mais à l'époque de Bria, il y a eu 3000 morts à cause des diamants, ça a fait un conflit énorme. Donc c'était très important. Et l'autre point, c'est-à-dire qu'on a rajouté à de l'ethnicité un conflit d'ordre religieux, puisque Jotodia est porté par l'islam. Musulman, donc. Et oui, musulman. Et donc, et que Bozizé, lui, est très férocement attaché au catholicisme. Et voilà, il a fait développer plusieurs églises, etc. Bon, on va dire que c'est pas vraiment une bonne idée, vu l'état économique du pays. Faire construire, c'est un petit peu cathédrale dans le désert, comme l'avait fait la basilique de Yamoussoukro. C'était en Côte d'Ivoire, ça devait être Gbagbo, je pense. C'était Félix Houphouët-Boigny, je confonds. Oh là là, Hugo, heureusement que tu es là. Donc vous voyez que c'est voilà, une approche économique, une approche ethnique, mais ne faut surtout pas évacuer. J'écoutais télé hier. Et j'ai les replays, et il y a un responsable géopolitique de iTélé a quand même dit que l'ethnie rentrait pas là-dedans. Et moi, j'en suis persuadé qu'il y a quand même. Je pense pas que ce soit dans le cas du Mali ou dans le cas de l'Afrique du Sud ou dans d'autres cas, l'ethnie c'est vraiment le facteur central. Là, il y a autre chose. Il y a l'économie, il y a la question de la religion, mais il y a aussi de l'ethnie. Donc, allez pas croire que c'est quelque chose de simple. Et il y a vraiment ce conflit ethnique qui est au lieu. Et c'est très important. Mais de manière moins prégnante. Moins prégnante que ce l'est. Pour ça que les journalistes n'en parlent pas. Mais quand en fait, il faut faire une recherche. C'est-à-dire que
les gens, s'il n'y a pas marqué lui c'est ça et lui c'est ça, on comprend pas. C'est-à-dire que Jotodia, quand on regarde, c'est un Songo les Songo, eux, dépendent des Yakoma, et qui, l'autre, dans le cas de Bozizé, lui, il appartient aux Yongba, qui sont une coalition qui fait finalement partie d'une ethnie opposée aux Yakoma. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rechercher, il y a des groupes, il y a des tribus, il y a des ethnies, et il faut faire le parallèle de toute façon, voilà. Donc, en tout cas, cette crise, ça fait plusieurs problèmes, donc ça va pas être réglé. La France, en tout cas, a dit qu'elle ne va pas intervenir. Donc, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-bas. Les ressources alimentaires est importante, mais elle va s'écouler. Justement, on va y revenir un peu sur cette question. Et donc, de toute façon, là, la France ne va pas du tout s'ingérer. Mais les pays qui s'ingèrent, ce sont les pays limitrophes qui font partie de la communauté centrale, des communautés économiques des pays d'Afrique centrale, quoi. Mais qui dit guerre, finalement, dit aussi problème sanitaire, problème humanitaire. Oui. On sait qu'il y a pas mal de questions d'ingérence ou non, en tout cas d'intervention humanitaire. Est-ce que ça se pose dans le cas de la RCA? Ça se pose, oui, plutôt important, parce que c'est un pays qui est sur le rendu PNUD qui est totalement bas, c'est une PMA. C'est un territoire qui fait à peu près, qui fait un peu plus grand que la... je sais pas les chiffres exacts. Attends, peut-être que je vais les retrouver. 623 000 m², c'est un grand territoire, mais il n'y a que seulement 3,6 millions d'habitants. Kilomètres carrés, autant pour moi. Pas mètres. Oui, pardon, chose que ça ferait petit sinon. Kilomètres carrés, donc c'est un pays qui est très grand, mais il n'y a que 3,6 millions d'habitants. Et le problème, c'est que la coalition Séléka, donc les rebelles, contrôlent à peu près 2/3 du pays, qui abrite à peu près 1,5 million de personnes, soit 34% de la population. Et l'accès aux personnes dans le besoin demeure difficile. Médecins sans frontières est présent là-bas, comme d'autres organismes qui fournissent, qui permettent de réduire en quelque sorte la mortalité infantile. Les enfants, il y a une forte mortalité infantile qui touche cette zone. Et depuis de la crise en décembre, justement, l'accès humanitaire est limité. Environ un tiers des zones sous contrôle de Séléka. Il y a à peu près 175 000 personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, puis qui sont déplacées aussi dans la région du Tchad, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que c'est un territoire à évacuer. Plus rien ne passe. C'est un peu comme Berlin, quand il y a eu le blocus de Berlin. Seulement les avions arrivent à passer, mais sur place, c'est quand même assez n'importe quoi. Donc voilà, on en arrive à un conflit qui amène une non-présence humanitaire et qui amène sur les terrains une question sanitaire dramatique. Il y a presque plus d'eau, le riz n'arrive pas, les gens crèvent de faim. Et là, je vais même citer un article que j'ai lu dans la presse, je crois que c'était sur Jeune Afrique. Alors, sans une présence et une réponse humanitaire soutenue sur le terrain, la situation va encore s'aggraver, alors que la saison des pluies approche. Là, la question des pluies en Afrique, c'est très important, c'est la question des récoltes. Ouais, sachant que 55% du PIB vient de l'agriculture. Voilà, donc c'est surtout ça, c'est un pays très... J'aurais dû le préciser avant, un pays qui est très agricole. Donc la saison des pluies, c'est la saison où ça va commencer à pousser, il faut commencer à mettre les graines. Si vous ne faites pas ça, pour le pays, c'est catastrophique, surtout que c'est quand même 3,6 millions d'habitants qui sont en plus très mal répartis sur le territoire. C'est-à-dire que les régions agricoles sont plus au nord et les populations sont plus au sud, au niveau des villes, comme Bangui. C'est des poches de population. C'est comme l'Afrique, si vous voulez. Le cas de la Centrafrique, c'est comme l'Afrique. Il y a des poches de développement, Afrique du Sud, Golfe de Guinée, un petit peu dans les pays du Maghreb. Et voilà. Mais entre tout, il n'y a rien. Donc ça devient difficile. Si en plus on n'a pas de quoi... Parce qu'en plus, en route, des trucs sont perdus, sont volés. Donc voilà, si on n'a pas de récolte, ça va vraiment être un problème. Et je continue la citation. Et la situation humanitaire est préoccupante, surtout dans les zones contrôlées donc, par la Séléka, donc les rebelles. Il est estimé que plus de 80 000 personnes pourraient faire face à une pénurie alimentaire sévère et que 13 500 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë, sévère, MAS, en tout cas pour les médecins ou les spécialistes. Les écoles ne fonctionnent toujours pas et 166 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation et à l'eau. Donc là, vous avez vraiment... Voilà, c'est des problèmes humanitaires. C'est-à-dire qu'on se base, nous, sur des questions d'ordre politique, mais d'ailleurs, il y a la question humanitaire qui est quand même très importante. Mais enfin, là, je pense avoir brassé assez large. Je vais arrêter de vous embêter avec la Centrafrique. Mais en tout cas... On va du moins continuer avec... On va du moins continuer. Mais voilà, c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que l'Afrique connaît toujours des crises, notamment en Centrafrique. Après, l'avantage de ce cas-là, c'est que c'est un petit peu un cas d'école, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas
une raison. Que bon, dans le cas du Mali, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, bah voilà, c'est l'ethnie, quoi. Il n'y a pas photo. Mais voilà, vous avez une question, et en plus, c'est un pays pauvre. Je veux dire, qui est un pays très pauvre, l'Afrique du Sud n'en est pas un. Bon, vous allez me dire, le Rwanda et le Mali, si, mais bon, je veux dire, tout ce qui est pays du Rwanda, par exemple, c'est quand même assez riche d'un point de vue agricole, puisqu'on est quand même en. Bon, ça reste des PMA. Ça reste des PMA, mais l'avantage de. PMA, précisons, pays les moins avancés. Voilà, selon un classement qui est fait. Donc, de toute façon, même en Afrique subsaharienne, il y en a 33 sur 51 qui sont des PMA. Donc voilà. Mais le Rwanda, par exemple, c'est un cas particulier, puisqu'on est vraiment dans l'Afrique interlacustre. Et là, il y a 3 récoltes par an, il y a tout le temps des pluies. C'est un pays agricolement qui est très, 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 très riche. C'est juste la question politique qui fait que ce pays, on a l'impression que c'est Beyrouth, quoi. Mais de manière agricole, c'est un pays très, très, très riche. Enfin, voilà, la question de la Centrafrique, j'espère avoir éclairci 2-3 trucs. Je me suis peut-être embrouillé dans les termes d'ethnie. C'est assez compliqué à comprendre avec les coalitions, mais voilà, j'espère avoir brassé assez large. Déjà, on va voir avec Maxime et Nicolas s'ils ont bien compris, s'ils ont peut-être des questions par rapport à cette chronique-là. Non, rien à ajouter, tout est saisi. Bien rentré dans les non, mais moi, c'est un sujet que je connais pas très bien. J'ai pas trop suivi ça ces derniers temps. Si je comprends bien, en fait, l'Occident ne s'ingère pas. La seule chose que j'ai entendue à ce sujet, moi, c'était on posait la question, faut-il intervenir là-bas ou pas? Et donc apparemment, tu précises que donc ça a été, on a préféré ne pas y aller. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt? Ouais, il n'y a pas d'intérêt là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais pour autant, il y a quand même une crise sanitaire qui est bien réelle. Voilà. C'est-à-dire que les organismes comme Médecins sans frontières, comme l'UNESCO sont présents là-bas pour fournir des trucs comme ça, mais il n'y a pas d'intérêt d'ordre étatique. C'est-à-dire que dans le cas du Mali, s'il y a une ingérence, c'est bien évidemment parce qu'autour, le Mali ne fait pas partie d'une coalition, comme on peut le voir, une coalition économique. Par contre, il y a des richesses qui sont autour, même l'uranium qui est sur place. Il y a vraiment des intérêts avec Areva qui est sur place. Mais là, en Centrafrique, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas développé, il n'y a pas de route. On est vraiment, on est à l'est du golfe de Guinée, en plein milieu, entre la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui connaît des problèmes assez récurrents, le Tchad, le Tchad évidemment du pétrole, mais c'est quand même assez sacrément le bordel en ce moment. Et le problème aussi, c'est que voilà, il n'y a pas d'intérêt, sauf la rente diamantifère qui est présente à Bria, mais tout est chapeauté par les ethnies. C'est-à-dire que la France n'a plus aucun pouvoir là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Afrique fait son histoire. Là, je pense en Centrafrique, c'est vraiment l'Afrique fait son histoire. Et moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus et qu'ils savent qu'ils pourront rien faire qu'ils sont pas présents sur place, quoi. C'est évident. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a une situation de crise où là qui rentrerait complètement dans les cordes de l'action de l'ONU ou des instances internationales qui sont toujours promptes à se manifester dans le cas de la Libye par exemple ou par le passé et maintenant de la Syrie. Qu'est-ce qui fait, quelle est la différence en réalité? On a dans les deux cas des crises, qu'elles soient sanitaires, politiques, enfin du moins c'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont en danger. Dans un cas on décide de soutenir un camp, on décide d'intervenir, parfois même militairement. Au passage, ce qui est une infraction directe au droit international, puisque théoriquement, on n'a pas le droit, les membres de l'ONU n'ont pas le droit de prendre parti et d'intervenir militairement. Ils sont là pour protéger normalement les civils. Ils n'ont pas à entrer à prendre parti dans un conflit, surtout pas quand c'est armé. Mais en tout cas, là, on intervient. Et dans le cas de la Centrafrique, où visiblement, il n'y a pas d'intérêt stratégique majeur, on reste insensible à la détresse des populations. C'est ce deux poids, deux mesures qui peut être intéressant de remarquer. Bouazizi a quand même appelé la France à intervenir. Ouais, mais la France a dit non. Après, ça fait bien marrer. Quels étaient d'ailleurs est-ce qu'on sait quels étaient les motifs, les réponses qui ont été... Je vais vous citer exactement ce qu'a dit Hollande. Il a dit la France-Afrique, c'est fini. Moi, ça me fait juste un peu rire, parce qu'on voit dans le cas du Mali que ancienne possession coloniale française. Je n'ai même pas parlé du Mali. Il va. Tu vois, vraiment, c'est un deux poids deux mesures. Mais le seul problème de la Centrafrique, c'est d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt. C'est un pays enclavé. Il n'y a aucune route, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire que même si vous avez la rente diamantifère, et ils ne l'auront pas, la France, vous n'avez aucun moyen
de la faire parvenir, où il faut passer donc, du coup, par le golfe de Guinée, donc vous allez forcément passer par la Côte d'Ivoire, par le Tchad éventuellement, et puis vous allez aller jusqu'en Guinée, en Guinée-Bissau, pour pouvoir l'exporter via les ports qui sont bien sûr détenus par Bolloré, enfin, une bonne partie, et d'autres groupes privés. C'est-à-dire que c'est tellement enclavé, les pays enclavés, on n'entend jamais parler pratiquement. C'est juste que là, ça fait le buzz parce que voilà, on ne sait pas trop quoi dire et du coup, on va en parler. Mais c'est un pays totalement enclavé et il n'y a rien. Je veux dire que Ouais, il y a pas n'y a pas de d'intérêt routes qui vont. Le golfe de Guinée, c'est une poche économique importante. On est peut-être à, je sais pas, 1000 km. Il n'y a rien qui va jusqu'à là-bas pratiquement. C'est totalement. C'est le néant, quoi. Et le problème, c'est que aussi, ouais, le Tchad est un pays instable, la Côte d'Ivoire est un pays instable. Maintenant, les Occidentaux sont bien contents qu'il y ait Ouattara. Parce qu'on l'a forcé, c'est grâce aux Occidentaux notamment qu'un candidat du FMI qu'il est là-bas. Mais la Centrafrique, c'est pas le moteur économique de la communauté économique des pays d'Afrique centrale. Le Tchad, il y a quelque intérêt, mais c'est vraiment pas une coalition qui est très importante d'un point de vue économique. En plus, la Côte d'Ivoire va finir totalement ruinée parce qu'elle n'a pas replanté les cacaos qui ont fait la richesse sous Houphouët-Boigny. Non mais c'est vrai, j'ai relu, même Lugan le dit, c'est dire que depuis qu'il y a eu les indépendances, alors après j'ai peur qu'on va peut-être me traiter de colonialiste, c'est pas la question, mais en tout cas je fais le constat, et là je citerai bilan de la décolonisation de Lugan, Lugan, je fais l'amalgame, je pense un jour il va me taper dessus, mais s'il nous écoute, et bien à chaque fois, voilà, du coup j'ai perdu le fil. Ah oui, voilà, depuis les indépendances, les pays africains, on les a pas laissés tout seuls, on a toujours été derrière eux, et il y en a qu'on a totalement laissés. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'organiser. En plus, les frontières posent problème. On en revient aussi à là, parce que voilà, les questions ethniques reviennent encore en Centrafrique. Vous avez je ne sais combien d'ethnies qui sont présentes là-bas. Ils avez même des coalitions d'ethnies pour pouvoir éventuellement gagner. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un cas assez particulier, quoi. Donc voilà, pays enclavé qui pose évidemment plein de problèmes. Alors, c'est ça qui attire Maxime. mon attention, c'est justement dans le cas de la Centrafrique. Il y a une situation de crise humanitaire, donc il y a de la détresse de population finalement un peu comme il pourrait y avoir en Syrie ou comme il y a eu en Libye. Mais là, on dit non, on n'ira pas, la France-Afrique c'est fini. Je trouve l'argument assez peu crédible, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de fin de la France-Afrique à deux vitesses. Et puis, je dirais comme par hasard, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt stratégique direct, parce que comme tu précisais, voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose à braquer là-bas. Alors là, finalement, on dit non, là, il faut les laisser se débrouiller, on n'a pas à s'ingérer, la souveraineté des nations, blablabla. Mais Et puis, justement, est-ce que tu as peut-être une idée, Marc, au niveau de la relation qui existait entre la France et la RCA avant l'indépendance? Parce que peut-être Avant l'indépendance, voilà, est-ce que ça joue pas sur la relation qu'elle a aujourd'hui avec ce il pays? y a eu beaucoup de richesses, il y a eu beaucoup, voilà, Au niveau de l'exploitation, elle a jamais été énorme. Enfin, j'essaie de retrouver ça. J'ai lu Parce qu'il y a dans peut-être l'histoire de un la lien là-dedans. Centrafrique. Non, le seul problème de la Centrafrique, c'est que comment dirais-je, les chefs d'État africains en Centrafrique, en Patassé, etc., il y en avait qui plaisaient à la France, d'autres qui ne plaisaient pas. Bozizé ne plaît pas du tout à la France, Patassé lui plaisait. Et le problème, c'est que là, on en arrive à des aberrations telles que à l'époque de comment il s'appelait, Kolingba, la France était ingérée. Il y a eu des putschs parce que c'est un fervent ami. On est vraiment dans les pratiques néopatrimoniales. Je précise aussi. Non, ça va. Néopatrimonial, voilà, ça, voilà, le clientélisme. Enfin, je résume un peu vite, mais voilà. C'est-à-dire que quand les acteurs plaisent à la France, on y va. Sinon, ça ne marche pas. Et le problème d'ailleurs qui va se poser, c'est que la France déjà ne s'ingère pas du tout, et le Tchad qui est un allié de la Centrafrique, qui est le voisin, au nord, ne veut pas du tout que Jotodia arrive, donc le rebelle de l'UFDR, puisque le président, c'est Déby, je crois qu'il s'appelle, le président tchadien. Faudra peut-être regarder, j'ai un petit doute, mais bref, le président tchadien, je crois que c'était Déby. Eh bien, nul ne veut pas du tout de Jotodia. C'est-à-dire que même les rebelles qui arrivent peut-être à mener un truc, la coalition économique, c'est pas pour rien qu'il y a eu des sommets à Libreville qui ont été organisés, etc. Donc voilà, le Tchad ne veut pas du tout de ce nouveau truc. Mais en tout cas, ce qui concerne la France et tout, ça dépend vraiment des partisans. Gbagbo s'est fait dégager et on a voulu Ouattara. Moi, je te parlais d'avant, justement. Avant, je sais pas. Avant, je sais pas. Je sais que la ressource diamantifère a beaucoup profité à la France. L'agriculture marche
plutôt mal. On est vraiment à côté de l'Afrique interlacus, donc ça pleut assez régulièrement, mais il n'y a pas eu un gros pillage qui a été fait parce que les routes n'étaient pas faites. Donc c'était une colonie, c'était plus représentatif que ça ne rapportait. Déjà, même dans le cas des pays en règle générale, dans le cas de l'Afrique, on payait nos exportations, enfin les prix des matières premières 25% plus cher qu'on devrait les payer au prix des marchés. Donc ça a vraiment coûté de l'argent, mais la Centrafrique, c'était pas vraiment un gros enjeu pour la France. Et si des pays arrivent à se maintenir un petit peu maintenant dans le golfe de Guinée, des anciennes possessions françaises, c'est parce qu'il y a quand même une richesse et que les voies de communication ont été faites. Mais même avant, on n'a jamais vraiment parlé de l'empire colonial centrafricain comme le rayonnement français. C'était plutôt où il y avait des routes, quoi. C'est comme ça que ça fonctionnait là-bas. Mais voilà, c'est très diversifié comme agriculture. En tout cas, il n'y a pas un truc, mais c'est surtout la rente diamantifère qui a fait pendant un temps, et ça va se finir, la richesse. Tu parlais de la relation avec le Tchad, il se trouve que Bozizé... Attends, mais je voudrais juste, parce qu'en fait tu m'as coupé dans ce que je disais, puis finalement on a parlé d'autre chose. Bon, mais ce que je voulais dire, ce que je posais comme question, parce que moi j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé là pour ce sujet, mais de ce que j'entends, moi la question que je pose c'est... il semble bien qu'il y ait une détresse, quoi, les populations qui sont en détresse. On parlait de crise humanitaire, crise sanitaire, etc. Et moi, je retiens quand même que les gouvernements, d'ailleurs que ce soit à gauche comme de droite, qui sont au pouvoir, systématiquement, sous couvert de détresse des peuples, il faut intervenir. On joue d'ailleurs souvent plus sur l'émotion que sur la réflexion. On est prêt et on va intervenir. Voilà, on l'a fait au Mali, je parlais de la Syrie, de la Libye. D'ailleurs, parfois même en enfreignant le droit international qui stipule quand même, qui établit qu'on n'a pas le droit de s'ingérer, de prendre parti dans un conflit, je dirais local. On n'a pas le droit les membres de l'ONU n'ont pas le droit de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On l'a quand même fait. Pourquoi dans ce cas-là? Là, il y a quand même de la détresse aussi. Pourquoi là, on parle de fin de la France-Afrique? C'est ça que je trouve, il y a comme un deux poids, deux mesures, quoi. Il y a deux situations à peu près identiques. Et encore il faudrait revenir dessus, parce que dans le cas des rebelles libyens, syriens, il y a eu des financements aussi qui ont été faits depuis le Qatar et tout. Bon, donc c'est encore des situations qui sont différentes. Mais là, pourquoi est-ce que là, il y a une différence de traitement, quoi? Est-ce que, je sais pas, les habitants de Centrafrique, est-ce qu'ils sont... leur vie est moins importante que celle des Syriens, des Maliens, etc. Donc si un responsable veut nous répondre... Enfin bon, je pose la question oui, avec un peu rhétorique. Ce que je veux mettre en évidence, c'est le problème de crédibilité à un moment donné que ça pose. C'est des contradictions qu'on voit à un moment donné quand on recoupe toutes ces informations, qui prouvent à mon avis que c'est pas la détresse des populations qui les préoccupe. Voilà. Et puis ça se recoupe avec le fait, parce qu'il y a eu au niveau du congrès de Libreville, il y a eu des trucs qui ont été faits, et l'Union africaine et le Rwanda voulaient faire des politiques très belligérantes vis-à-vis de la Séléka, et c'est la France qui, elle, n'a pas du tout voulu suivre, parce que c'est des trucs vraiment, les virer du pays, voire les tuer totalement. La France n'a pas voulu aller celui-là, mais ça me fait bien marrer, parce que, en tout cas en ce qui concerne l'Azawad au Mali, donc le nord du Mali avec les trois populations, les Berbères, les Touaregs et Touaregs apparentés, et ben là on est dans des trucs aussi puissants que ne le sont les Centrafricains, parce que les ex-rebelles centrafricains, comparés à ceux qui sont au nord du Mali, dans l'Azawad, ne bénéficient pas des armes qui sont données par l'Algérie ou par les pays du Maghreb. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un lien, même à la Libye qui fournissait des armes. Là, en Centrafrique, il n'y a pratiquement rien. D'ailleurs, l'armée africaine interlacustre, ou dans la Centrafrique, Afrique centrale et orientale, l'armée, il n'y a rien, quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, le parallèle est à faire. C'est-à-dire que si la France a largement les moyens, si elle voulait vraiment faire en sorte que ça s'arrange, d'intervenir, quoi. Donc on peut revenir maintenant sur le cas du Tchad, parce que tu disais que... on a remarqué que... comment il s'appelle ? Le président Bozizé, en partant, là il est en exil au Cameroun, et il vient de déclarer que s'il était sorti du pouvoir, c'était à cause du Tchad, justement, alors que toi tu prétendais plutôt le contraire. C'est-à-dire que le Tchad n'a jamais soutenu vraiment Bozizé, mais ne veut surtout pas que Déby arrive. Donc ils sont un peu dans une situation intermédiaire. Arrive. Qu'est-ce qu'ils veulent la communauté économique des pays d'Afrique centrale voulait surtout la stabilité. Bozizé a amené une stabilité, pas politique, mais d'ordre économique, ça n'a pas du tout bougé. Et le Tchad n'a pas vraiment dit qu'il voulait un candidat précis. C'est pas du tout ça. Eux, ils veulent la stabilité. Ils s'en foutent de qui c'est, mais surtout pas Jotota, parce que c'est déjà d'une. Pourquoi ils n'ont pas soutenu alors le président déchu ?
Bozizé, tu parles Oui. Ils étaient jamais. Moi, dans ce que j'ai lu, en tout cas, je pourrais pas approfondir, mais dans Il ce s'est que j'ai fait lu. lâcher finalement. Oui, non, personne l'a soutenu, mais bon, il y a quand même des congrès qui ont été organisés. Déby était là, le président tchadien, il y a quand même eu des trucs qui ont été faits. Je pourrais pas te répondre clairement, mais l'Afrique, ça fonctionne comme ça. C'est des pratiques un petit peu, tu le sais, clientélistes, où ça dépend des ethnies, etc. Donc, il y a peut-être. Je vois pas vraiment le parallèle. En tout cas, je sais que Déby, le Tchadien, ne veut surtout pas que Jotodia arrive au pouvoir. Alors, est-ce que c'est une question religieuse, une question ethnique, etc. Là, il faudrait que je creuse, mais c'est vrai que j'ai pas creusé sur le coup avec les relations avec le Tchad. Mais je pourrais Et puis c'est éventuellement vrai que c'est chercher, d'autant plus difficile quand c'est d'un point de vue transnational comme voilà, ça. le problème, c'est que là, on est sur un continent, mais qui est un continent sans sa communauté économique. C'est rien. C'est rien parce que les seules routes qui ont été tracées, à la limite, c'est grâce à la communauté économique et à la limite avec un petit peu la France, mais c'est un pays enclavé, il n'y a rien du tout. Donc évidemment que dans ces cas-là, les pays qui l'entourent sont très importants, la Côte d'Ivoire et le Tchad, surtout parce que c'est les deux pays limitrophes qui sont concernés, quoi. D'accord, Mais bah, bon, je peux pas approfondir plus, là, je vois pas. à moins que Maxime ait quelque Non, chose à non, moi, rajouter, on peut je on suis peut pas assez expert sur le sujet. refermer cette page en attendant les différentes évolutions du pouvoir de Jotodia, je crois. Juste pour finir, il faut préciser qu'il a quand même dissous l'Assemblée et qu'il a suspendu la Constitution Exact. tout en se déclarant une période de transition de 3 ans Voilà, avant de nouvelles élections. Ouais. Donc ça va sûrement bouger dans les Dans jours et les qui semaines viennent, à venir. Mais voilà la situation Mais actuellement. tout va jouer à Bangui maintenant. Voilà. C'est la ville, c'est le symbole. C'est comme. Mais est-ce qu'on peut quand même croire en un retour de Bozizé ou pas? Bozizé, C'est possible. non, Bozizé, Ou de son parti du moins? on peut croire on peut croire à un retour de Bozizé si les élections dans 3 ans sont. Donc pas Pas tu tout de penses- suite, pas tout de suite. Non, non, il y retournera pas. Les rebelles ont pris le pouvoir dans la ville de Bangui. Pratiquement, même les ethnies qui le soutenaient, les Gbangbas sont fait dégager par les Yakoma. Donc, il y a aucune solution pour qu'ils reviennent. Par contre, je serais, à mon avis, je serais pas étonné de le voir qui dans 3 ans, si les élections présidentielles se reviennent et qu'il se représente. Bon, là, c'est encore un cas à part, parce qu'il est exilé au Cameroun. On ne sait pas s'il va vraiment revenir. Mais oui, en tout cas, dans tout ce qu'on a vu, ils se font lâcher, puis après ils reviennent. Tout dépend des ethnies. C'est-à-dire Ou que il si peut vous avez peut-être même faire un coup d'État, qui sait. ou même faire un putsch comme il l'a très bien fait. Là, il peut très bien faire ça. Et de toute façon, tout dépend parce qu'il y a une forte quand même mobilité dans les communautés économiques, dans la communauté économique des pays d'Afrique centrale. Vous avez vraiment une forte mobilité, c'est-à-dire que les ethnies qui se sentaient menacées par les rebelles sont partis. Mais dès que la crise sera finie, on peut croire qu'ils vont revenir chez eux et que du coup, si les élections sont organisées en 3 ans, là, l'ethnomathématique se repère et même l'ethnicité sur le coup, avec la religion, la question religieuse aussi, peut remettre Bozizé au pouvoir. Mais là, en tout cas, faut pas y croire. Ça fera comme Gbagbo. Il va être totalement lynché. C'est ce qui se passe pour Bozizé. Et de toute façon, là, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, 12 ans, je crois. Généralement, en tout cas, l'histoire a montré que dans l'histoire de la Centrafrique, ça change pas. Ça change à peu près tous les 10 ans. Soit par des élections, rarement par des élections, mais par des putschs, etc. Donc, de toute façon, l'avenir de la Centrafrique n'est pas réglé avec les démocraties, en tout cas. C'est pas ça qui va régler les problèmes. On verra de toute façon dans Voilà. les semaines de Question, transition ouais, et peut-être les 3 années de transition C'est si elles sûr. sont respectées. c'est sûr. Bon, maintenant on peut fermer cette page africaine pour ouvrir une autre page de crise, cette fois en France. Ouais, On en a ouais. déjà parlé la semaine dernière. C'est le vêtement d'Hugo aujourd'hui qui est la crise, on le mettra sur Facebook parce qu'Hugo ne passe pas à l'antenne et ça vaut le détour quand même. Hein, donc Voilà, je porte Faut- un t-shirt Apache. voilà, donc on le mettra sur Facebook pour nos auditeurs. Bien. Cela étant, on va quand même parler de Jérôme Cahuzac, puisque c'est de ça qu'il est question. Je disais, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais les aveux aidants, on en reparle cette semaine. Donc si vous voulez d'entières précisions, reportez-vous au podcast de la semaine dernière. Donc c'est radio-recc.fr pour les podcasts. Voilà, il y a le petit onglet. Ensuite, vous suivez le nom de l'émission et puis c'est assez facile finalement. Et puis reportez-vous aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où Maxime, tu t'es lâché. T'as lâché ça me- toutes tes armes, Bah là, tous tes arguments y sont. j'ai passé une bonne semaine là. Voilà. C'est des confirmations et je suis conforté un peu plus chaque jour dans mon point de vue. Je crois que la semaine dernière, j'ai parlé de mafia. Et je sais plus si c'est pas Copé qui a parlé de gangs, qu'on était dirigé par des gangs. Donc c'est Alors, marrant, on commence à... C'est Alors bon, assez après, marrant de voir que alors après, que il est dans son... Copé et Maxime parlent la même langue. Apparemment. Oui, non, mais bon, c'est parce que Ouais, puis il c'est le gang est des- dans sa... c'est le gang des pains au chocolat. Il est, je il est crois, dans non son rôle, il est dans son rôle aussi, parce que bon, après, c'est des gens de mauvaise foi, il aurait été dans le gouvernement au pouvoir, il aurait été de ceux comme le PS qui auraient défendu, qui auraient feint de verser une larme pour
en disant qu'il faut quand même avoir pitié de lui, il va peut-être se suicider. Bon, moi, j'aurais aucune larme pour lui. Hein, je veux dire, ça, c'est un truc. Ça, on l'avait Un remarqué. ministre du budget qui fait de la fraude du blanchiment de fraude fiscale, autant avoir directement un ministre de l'éducation pédophile, quoi. C'était un l'image truc, que tu donnais déjà. Non, mais c'est sur le plan symbolique, je trouve très, très représentatif d'une civilisation en déclin, quoi. C'est vraiment un truc complètement renversé. Et bon, moi je tombe pas non plus de haut parce que ça fait déjà un certain temps que, avant même de voir les ministres et son équipe gouvernementale à Hollande, j'ai pas beaucoup plus d'estime pour les autres que pour Cahuzac, pour être franc. J'avais déjà identifié, avant même l'élection de Hollande, les réseaux qu'il appuyait, c'est-à-dire ses conseillers proches, qui sont... On dit que c'est lui qui les choisit. Moi, je prétends plutôt que c'est l'inverse, et que c'est plutôt... Hollande est plutôt le poulain de ces réseaux-là. Et j'avais vu que parmi ces gens, il y avait essentiellement des banquiers, il y avait des gens qui étaient en même temps actionnaires d'entreprises du CAC 40, et je me disais déjà à l'époque, je vois pas trop comment une politique socialiste réelle pourrait être mise en application avec des gens qui n'ont pas intérêt au socialisme. J'avais déjà parlé de ça avant même l'élection de Hollande. Et bon, Moscovici, qui est vice-président du cercle de l'industrie, qui est un lobby qui joue en la faveur justement des entreprises du CAC 40. Non, on est cerné, ça serait difficile. Je veux dire, après, on peut s'appeler comme on veut, il peut se dire socialiste s'il veut, mais il n'incarne pas le socialisme réel. C'est un membre de l'oligarchie UPS, j'allais dire UMPS, quoi, je veux dire, le bonnet blanc, blanc bonnet. On voit bien que ce soit Sarkozy au pouvoir ou que ce soit Hollande, on a en fait une continuité dans la politique qui est menée par l'Union européenne. On voit que là, ça y est, il s'en prend aux allocations familiales. Bon, mais c'est la politique européenne, hein, c'est pas la rigueur, etc. C'est pas. Bon. D'ailleurs, c'est pas très socialiste, hein, quand on commence à rogner sur les acquis sociaux. Ça devrait normalement mettre la puce à l'oreille. Les gens devraient quand même s'alerter là. On va peut-être quand même un peu s'arrêter sur le sujet en question de Cahuzac. Peut-être déjà. Ah oui. En fait, je pars de Cahuzac pour effectivement. C'est vrai que c'est ta tendance une d'aller analyse toujours très loin. Pour moi, L'analyse en fait, globale, mais c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi revenir. c'est intéressant comme affaire, c'est que justement, pour moi, là, il y a un masque qui tombe, il y a un verrou qui saute. C'est-à-dire qu'il y a une chape, il y a effectivement un voile qui est mis et qui tient justement par le mensonge. Et là, on a un mensonge qui vient d'être percé à jour. Donc en fait, on a justement ce que je viens de dire. Je pense que de plus en plus, on va se rendre compte que c'est vrai. Et là, voilà, bon, bah, on a en fait un bandit, genre un voyou qui tenait quand même les comptes de l'État, qui était voilà, dans les plus hautes sphères, qui s'est fait choper. On l'a vu mentir comme un arracheur de dents. Ça pourrait être intéressant, tiens, que tu repasses les vidéos, enfin du coup l'audio, quoi, de son passage, soit au Parlement, où il dit merci de me poser la question pour que je puisse enfin m'expliquer. Et les mecs, ils tremblent pas. Normalement, il y a des réactions, je dirais presque physiologiques, quoi. Quand on ment, on rougit, il y a quelque chose. Ces mecs, même pas, c'est-à-dire que c'est des professionnels du mensonge. Et voilà, il est passé devant Bourdin, les yeux dans les yeux, avec des formules comme ça, qu'ils apprennent sans doute dans les cabinets de communication. Ce sont des communicants. C'est un très bon communicant, par voilà, ailleurs. On a même, j'ai mis sur Facebook la photo où il était devant un présentoir avec marqué en gros lutte contre la fraude fiscale, et l'imposture. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, qui va peut-être déboucher sur une crise un peu plus grosse. Je pense que là, il y a une accélération, si tu veux, de la crise globale. Et c'est vrai que je me pose la question, c'est est-ce que Hollande va finir son quinquennat, quoi. Franchement, après, on en est à un an. Cette longue... on va voir. Je peux pas beaucoup parler jusqu'ici. T'as quand même beaucoup de salive, on le sait, t'as un grand moulin à parole, mais on va quand même peut-être déjà commencer par introduire, pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, qui auraient raté la semaine. Ouais, on l'a dit, la semaine, faut le faire, c'est vrai. Là, faut ne pas avoir de télévision, rien du tout. Rappeler rapidement les faits quand même. Le 19 mars, démission de Monsieur Cahuzac. Donc ça, c'était mardi en 8. Après l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Et le mardi suivant, qu'est-ce qui se passe ? Il fait ses aveux, il a ouvert un compte à l'étranger. Cet aveu, il le fait devant 2 juges. Et c'est relayé via son blog après que Canard Enchaîné l'a publié, ou va le publier justement, dans son édition du mercredi. Donc voilà les faits concrètement.
Marc, toi qui n'étais pas là la semaine dernière, on aimerait bien t'entendre peut-être sur cette question-là. Bah moi ça m'a fait comme Maxime bien marrer. Voilà, vraiment je sais pas quoi ajouter à ce qu'a dit Maxime. Moi aussi je me pose la question de savoir si Hollande va finir son quinquennat parce que ça part quand même en javel depuis pas mal de temps. Voilà aussi c'est toute cette question voilà d'éthique après, c'est-à-dire que enfin maintenant on sait que maintenant que tous les politiques, enfin pour moi je me doute que une bonne partie des politiques, pas au cas local Nicolas, mais qu'au cas national sont beaucoup voilà corrompus dans le sens où ils cachent des trucs, évidemment, il y a des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et là, ça me fait bien marrer, c'est-à-dire que... Et le Cahuzac, c'est un cas... Moi, je me dis toujours, Cahuzac, c'est peut-être un truc, un cas, c'est sûrement un cas parmi d'autres dans le gouvernement, si ça se trouve. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui ont des revenus assez conséquents. C'est-à-dire que quand tu gagnes facilement, les ministres doivent gagner 6 000 € par mois, en plus des autres trucs qu'ils doivent faire. Des rectifications à faire, Nicolas, je te Si vois c'est 6 000 € par mois. froncer les sourcils. Non, je connais pas le revenu. C'est 6 000 € par Il y a mois. des cumuls de Je mandats. suis sûr. Après, il y a tout ce qui est cumul de mandats, mais c'est 6 000 € par mois. Et quand on est 6 mois ministre, après, on touche 6 000 € par mois à vie. Bon, ça met déjà l'ambiance. Oui, non, ça c'est pas normal du tout. Ça, Bon, c'est pas après, normal, mais je suis d'accord avec toi. Mais je le dis justement pour vous dire que de toute façon, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'il y a quand même des aberrations au sein même du gouvernement. Et puis, bon, que tous les gens soient étonnés. Moi ça me fait marrer parce que bon, comme disait Maxime, c'est énervant mais c'est pas étonnant. Dire que voilà, on sait qu'ils sont tous corrompus. Je sais pas, il y en a plein voilà, les paradis fiscaux servent à ces gens-là qui ont du fric, qui font partie de nos élites. Et voilà, mais voilà, c'est énervant, mais pour moi c'est vraiment pas étonnant quoi. Je suis outré de pouvoir dire un truc pareil, dire qu'un truc aussi grave, ça paraît maintenant dans notre époque carrément logique. Enfin, je veux dire, pour beaucoup d'entre nous qui sont lassés par la politique, doivent se dire bah oui, mais ils sont tous comme ça quoi. Les intérêts ne sont pas les nôtres et au cas national, Nicolas, t'inquiète pas, je ne parle pas des départements et des régions. et voilà, donc moi ça m'a plutôt fait marrer et de toute façon moi je m'en tape un peu que Hollande ou que ça serve ou que ça desserve Hollande. Je m'en fous si c'est le droite qui arrive, j'en ai rien à foutre. Ça va être la même ambiance. Donc de toute façon, j'attends rien en fait. J'ai même pas envie qu'ils se barrent parce que, enfin, j'ai pas envie qu'ils se barrent parce que je sais que ceux qui vont arriver vont être soit pareils, soit pires. Donc au final, bon, bah voilà. Nicolas Sarkozy, là, il est encore en examen pour je ne sais plus quoi déjà. Je ne sais plus. Pour son histoire avec Bettencourt. Avec Woerth, ouais. Ouais, voilà. Donc là aussi, là, on est encore dans des trucs de fraude encore. de fraude. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est il faut se rappeler apolitique. aussi Quoi, que si c'est DSK même qui aurait dû être président de la République. Voilà. On n'en sait rien. Alors, moi je pense que il était programmé pour devenir président de la République et que si il s'était pas pris les pieds dans sa bite, voilà, sans doute que on l'aurait aujourd'hui, on aurait eu un genre de détraqué sexuel. Bon. Derrière Maxime, vous avez reconnu Walid qui s'est immiscé dans le studio et qui voulait participer. Donc Le sujet m'intéresse. voilà, bah, heureusement que tu viens pour ça. Bah écoute, moi j'ai été, quand j'ai vu ça, je me souviens, j'étais ici même dans ce studio, j'ai reçu, c'est un peu la beauté de la technologie maintenant, une petite notification sur mon téléphone, affaire Cahuzac, voilà, il a tout avoué, il a balancé qu'effectivement il avait bien un compte, en lisant à peu près ensuite en lisant un peu ce qu'il a pu se passer, on a pu voir un peu... en savoir plus sur le sujet, pourquoi à ce moment précis, il a pu admettre qu'il détenait un compte en Suisse, je crois pendant une dizaine d'années, puis un compte qu'il a clôturé pour le transférer à Singapour, si je ne me trompe pas. Voilà, moi je suis un peu tombé des nues, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, et pour être franc, je pensais vraiment le personnage innocent, donc je me suis planté. Je pensais que c'était vraiment bien prendre au piège comme, oui, comme par sa Apathy, par exemple. communication. Je me suis fait avoir. L'homme était brillant dans le sens où on avait l'impression qu'effectivement c'était pas cette histoire d'écoute, d'enregistrement. Moi j'avais écouté le document, ça me paraissait pas très crédible vu la qualité du truc. Effectivement, après ça s'est un peu accéléré puisque finalement les Suisses ont transmis l'information, je crois, au juge d'instruction, comme quoi effectivement il détenait bien un compte qui avait été fermé puis transféré à Singapour. Donc tout ça c'est un peu accéléré et je dois dire que effectivement c'est un séisme, c'est une crise politique pour le pouvoir en place. Après reste à savoir
si la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une affaire d'État comme l'ont pu être, par exemple, les écoutes à l'époque de Mitterrand, l'affaire du Rainbow Warrior avec Greenpeace, qui sont des vraies affaires d'État. Est-ce que ça a un impact majeur et important pour l'État? Est-ce qu'il y a une concertation à un moment donné? Finalement, est-ce que c'est l'État qui est responsable? Voilà, est-ce qu'il a suivi, par exemple, pour moi, une affaire d'État, c'est effectivement Hollande ou Moscovici avait donné des instructions claires aux juges pour étouffer l'affaire. Chose qui est, voilà, c'est un peu l'interrogation. Alors, reste à savoir si ça va être le cas. Moi, je pense que c'est un peu risqué et je pense pas sincèrement que ça pourrait être le cas parce que sinon, je doute que l'affaire se serait aussi rapidement dénouée. Je crois qu'il faut le saluer, Mediapart a pu faire une enquête, même si moi j'ai pu en douter. Ils ont pu faire une enquête libre et indépendante et ça c'est plutôt positif. Sur ce côté-là, je pense vraiment que on peut être un peu fier et je dirais c'est le côté positif de cette histoire d'avoir premièrement une presse et des médias, quoi qu'on en dise, on peut se poser des questions sur les liens qu'ont certains médias avec des sociétés, avec des gens haut placés. Ben, il subsiste quand même dans le paysage médiatique quelques médias qui font un travail indépendant et intéressant, premièrement. Et deuxièmement, je crois encore plus important, une justice qui est indépendante. Et ça, effectivement, c'est peut-être l'aspect positif. Parce que pour moi, de toute façon, il y aura toujours des affaires. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Et un pays où il n'y a pas d'affaires, c'est un pays... qu'on les cache. Voilà, effectivement, c'est un pays où finalement, il n'y a pas de démocratie, pas de justice indépendante. Il y a forcément des affaires et il y en aura d'autres. Et finalement, on peut adopter un peu la posture du voilà, tous pourris, de toute façon, c'est tous les mêmes, etc. Et adopter la posture de dire oui, effectivement, il y a des affaires, il y a ailleurs dans la politique et certainement on sera emmené à en découvrir d'autres dans les prochaines années. Mais dans le même temps, il y a une justice indépendante et il faut que cette justice, et je pense que c'est la chose la plus importante maintenant, elle arrive à passer et à sanctionner lourdement et sévèrement les gens qui ont pu commettre du blanchiment d'argent, de la corruption, ce genre de choses qui sont forcément très préjudiciables à l'état de notre pays. Nicolas, tu voulais réagir? Oui, pour dire, bon, alors on en a parlé la semaine dernière, moi j'étais là avec Maxime la semaine dernière pour parler de cette affaire et c'est vrai que comme Walid, j'ai été surpris parce que Jérôme Cahuzac est quelqu'un qui me paraissait tout à fait sympathique, ce qui ne préjuge rien de ses affaires, forcément. Hein. Oh, c'est fait avoir, il faut le dire. Oui, clairement. Par rapport au Cahuzac d'il y a un an, oui. Par rapport à celui de la semaine dernière, j'avais forcément plus de doutes puisqu'on en avait parlé, donc voilà. Et puis que on n'est pas non plus totalement... Bon, des fois on se dit, les hommes politiques, moi j'ai tendance à avoir au premier abord une certaine confiance de toute façon en ces personnes et ensuite de me raviser au fur et à mesure. Voilà. Parce que je prends pas les gens, lui c'est un pourri, comme le dit d'ailleurs Walid, hein, c'est pas tous pourris, point, etc. Oui, c'est la facilité. C'est pas ça, pas tous pourris. Il y a des exceptions, je sais pas dans quel sens. Du coup, est-ce qu'ils sont tous pourris sauf certains, ou est-ce que ils sont tous bien sauf certains? Voilà, bon, on sait pas, hein, puisque je voudrais attirer l'attention sur plusieurs choses. Bon, Marc dit ça me fait bien marrer, ça me fait bien rire. C'est deux phrases que tu as dit à deux moments différents. Moi, ça me fait pas du tout rire, hein, mais bon, voilà, parce que là, franchement, il y a pas de quoi, voilà. Et voilà, donc, et il y avait. C'est parce que tu es surpris, voilà. C'est que non, mais pour ceux qui ne le sont pas, non, c'est pas marrant. Parce que de toute façon, que tu sois surpris ou non, c'est pas marrant. Maxime nous disait, voilà, alors du coup, alors certainement Maxime tient le discours, Hollande était au courant, etc. Ils sont tous pourris. Je vois. On le verra. Messieurs. J'ai l'impression. Messieurs. J'ai l'impression de dire quand même que mon analyse est un petit peu plus complexe alors, que ça. on verra, je vais te donner la parole juste après. Si Laisse finir Nico et puis on y va après. Et dans le même propos, il nous dit que dans le même propos, on sait que l'affaire est sortie. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut être tous corrompus, le président en premier, etc. Et donc, ils détiennent quand même une grande partie, on l'a dit, là, la justice est libre, les médias sont libres, etc. Oui, mais bon, je pense qu'ils ont suffisamment de moyens pour faire taire les gens. Et à côté de ça, l'affaire serait quand même finalement sortie. On aurait réussi à voir. Donc, il y a une petite incohérence dans cette façon de voir là. Ouais. Et j'ajouterais effectivement Mediapart qui a sorti donc l'affaire et au final donc qui avait raison. Hein, j'ai vu, je crois que c'est Maxime qui l'a posté, le fameux Apathy qui doit finalement, comme Walid et moi,
finalement se dire Bon, voilà. lui plus que tout le monde, je crois. hein. Bah, lui, les journalistes, parce oui, que au moins mais là, si on pouvait me laisser finir, ce vas-y, serait bien. vas-y. Et voilà, donc effectivement, Mediapart avait raison. Est-ce que ça doit dire que Mediapart a toujours raison? Pas forcément. Ils essayent peut-être aussi des fois de faire le buzz. Moi, je ne connais pas Mediapart. Je sais qu'au premier abord, j'ai tendance à pas leur attribuer toute ma confiance. D'autant plus qu'au début, ça paraissait assez bancal. Bon, il s'est avéré que finalement, c'est vrai. Mais bon, on ne le savait pas à l'origine. Et voilà. Et du coup, notre ami Edwy Plenel, qui nous fanfaronne, mais depuis la fin de semaine dernière et début de cette semaine-là, sur tous les médias, qu'il a raison et que le président était forcément au courant parce que Mediapart l'avait dit. Depuis quand Mediapart c'est la justice? Parce que Mediapart est un média, c'est cool. Ils disent, ils essayent de montrer les choses, c'est cool, mais ils ne doivent pas se substituer à la justice. Et pour moi, le président de la République, qui est quand même l'exécutif, qui est là pour faire en sorte que la loi soit appliquée, c'est son rôle premier. Eh bien, ce monsieur-là, le président de la République, quoi qu'on en dise, au niveau moral, il aurait peut-être dû parler à son ministre et lui dire dégage, etc. Mais aux yeux de la loi, le président de la République, s'il n'avait aucun moyen, puisque c'est la justice qui a ces moyens-là, il n'avait pas à dire, il y a la présomption d'innocence, il n'avait pas à dire à son ministre, dégage. Dans une entreprise, ça s'appelle un licenciement abusif. Alors là, on est dans le gouvernement, et donc dans le gouvernement, on peut se séparer d'un ministre comme on change de chemise parce qu'on fait ce qu'on veut, parce que voilà, il n'y a pas de droit du travail, c'est pas un travail dans ce sens-là. Dans une entreprise, vous allez virer quelqu'un sans avoir de preuve qu'il a fait une connerie. Bah, ça s'appelle eh bien, un licenciement abusif. Voilà. Et donc, dans le gouvernement, parce qu'on est dans l'élite, on ne prend pas ces précautions-là et les médias s'emballent. On voit l'autre Edwy Plenel. Non, Plenel. Dans tous les médias depuis le début de semaine. On voit, alors effectivement, comme l'a dit Maxime, alors là, je suis 100% d'accord, la droite dire oui, mais c'est pas bien, c'est pas bien. En même temps, Sarkozy, il est attaqué sur l'autre côté, on dit rien. Je rappelle en même temps qu'il y a des trucs qui sortent dans la presse en ce moment pour nous dire que vous êtes verbalisé. Voilà, alors vous allez avoir des caméras dans les villes, on va en parler dans les prochaines semaines. Des caméras dans les villes c'est pas la question, qui vous prendront Nico. toutes les infractions. Pendant ce temps-là, on n'en parle pas, on ne parle que vous allumez. Moi, je suis, excusez-moi, le matin au petit-déj, BFM TV, France 2, hein, l'un des deux. Moi Voilà. aussi. En ce moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Du Cahuzac de partout. On a l'impression qu'il a fait tous les malheurs du monde. Il a, certes, fait des choses pas très bien, mais que font... Je peux pas le dire parce que j'en ai aucune idée, mais que font certainement une partie des hommes riches de cette planète, de blanchir de l'argent. Alors c'est pas bien, c'est le ministre, ça on est tout à fait d'accord et tout le monde est unanime sur le fait que ce qu'il a fait c'est pas bien, il n'y a pas de débat là-dessus, hein, on est tous d'accord. Cependant, zen quoi. Bon, Bon, Maxime, voilà. ta version. Il y a beaucoup de choses. On Déjà, le truc t'écoute. qui s'adresse directement, c'est bon, j'aurais dit tous pourris, alors que donc je serais dans une contradiction parce que d'un côté je dis tous pourris, mais quand même il y a certaines vérités qui éclatent à la presse, donc la presse n'est pas forcément, c'est pas tous pourris. Bon, déjà, j'ai pas tenu ce discours du tous pourris. Je pense que qu'il s'agisse de la presse ou qu'il s'agisse du monde politique, ça fait déjà un certain temps que le pouvoir des puissances d'argent a pris le pas sur le politique et sur la presse. Il n'y a qu'à voir les rachats des grands journaux de la presse quotidienne, des principales chaînes de télévision, et puis les sponsors aussi des hommes politiques. Je parlais des réseaux tout à l'heure qui ont entouré Hollande, qui sont exactement les mêmes qui entourent Sarkozy. Donc ça, c'est une vérité, c'est un fait. C'est pas juste une espèce de fantasme d'arriéré, de toute façon tous pourris, je m'en fous. Et voilà, non, c'est pas pour le plaisir de la posture, hein. C'est qu'il y a vraiment une réalité qui correspond derrière. Maintenant, évidemment, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant. Et si moi, j'ai une certaine surprise, c'est de voir effectivement que Mediapart a pu faire sortir ce genre de vérité. Maintenant, si c'est une vérité qui dérange et qui perturbe le pouvoir, je dirais que ça le perturbe que partiellement, parce que si ça amène un changement, ça sera la prise du pouvoir de la droite à la place de la gauche. Je veux dire, au final, ce n'est pas non plus une vérité. Moi, j'en connais d'autres, si vous voulez, des affaires ou qui mériteraient réellement d'être portées à la connaissance de tous, mais qui le sont pas. Et là, par exemple, justement, tu disais, on en parle tout le temps de Cahuzac comme s'il était responsable de tous les maux de la terre. Je crois effectivement que ça arrange bien
ça arrange bien justement nos puissants. À un moment donné, voilà, il y en a un qui a coulé. De toute façon, il y avait une enquête sur lui. On allait savoir qu'il avait un compte en Suisse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a Donc il avoué. est sacrifié. selon Sinon, toi attends, sinon il aurait continué de mentir jusqu'au bout, les yeux dans les yeux, machin. Donc voilà, de toute façon, il était perdu. Il valait mieux qu'il joue le truc de l'aveu. Ça faisait genre bon, faut te avouer à moitié pardonner. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais au final, vous voyez en même temps ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, ce qui se passe à Chypre, ce qui se passe. Les médias, pour moi, ils font de la désinformation et de la propagande par rapport à cette vraie crise, qui est à mon avis autrement plus importante. Le jour où on dira vraiment la vérité de ce qu'il y a derrière cette crise économique, on voit que moi, je veux dire, normalement, dans la presse, on devrait dire que ce qui se passe pour les Chypriotes, c'est du vol. On taxe les comptes où il y a plus de 100 000 euros, on prend 30% dessus. Et on ferme les banques pour que les gens, c'est genre le mouton. Articles quand même. Je sais pas où toi tu as eu par exemple ce genre d'informations là. Où est-ce que je peux te redonner. En plus, je crois que j'avais pris note parce que maintenant je prends note justement quand je fais ça. Et c'était pas un. Je sais pas où tu as eu ces Alors, infos attends. du coup. Tu t'es bien renseigné quelque part. Bien du sûr, coup. bien sûr. En attendant qu'il cherche, je voudrais juste dire quand même que Donc c'est bien la preuve qu'il y a des le médias. républicain lorrain. Voilà. Alors Ah bah attends, voilà. je te dis, les Chypriotes devaient trouver 5,8 milliards d'euros. Finalement, je crois que c'est 7 000 qui ont été pris. Et alors attends que je retrouve le début de l'article. Parce que maintenant, vu que je regarde beaucoup de choses, effectivement, j'ai tendance maintenant à noter les sources. Attends, juste un instant, je vais retrouver là les 30%. Peut-être si tu voulais parler. non, je voulais dire qu'effectivement, dans J'ai le micro même qui ton, tombe. il y a des personnalités qui en France crient le tous pourri. Et d'ailleurs, ça me fait bien marrer, hein, la peur du Front National dans ces temps-là où oh là là, mais ça fait le jeu du Front National, etc. En parlant du Front National et de Marine Le Pen, alors je sais pas à quel étage est cette rumeur, est-ce que c'est la vérité ou pas, etc. Mais il semblerait que ce soit un proche de Marine Le Pen qui ait facilité l'ouverture du compte de Jérôme Cahuzac à l'étranger. Donc ça c'est des... Alors je sais pas, ça a été relevé par plusieurs journaux, alors je sais pas s'ils sont tout à fait fiables ou pas. C'est Le Monde qui Mais a lancé. Le Monde l'a dit, puis ça a été repris par d'autres. Et donc voilà. Et sur cette affaire, c'est vrai qu'on a le droit de se questionner. On a quand même quelqu'un qui, là encore, depuis des mois, des années, au niveau dénonce ce qui se passe en France, dénonce ces choses-là, et on se retrouve avec quelqu'un qui est proche de son parti, qui a facilité l'ouverture du compte. Bon, et ça on en parle un petit peu moins, alors je sais pas Donc si ça c'est la thèse du vraiment tous pourris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même ceux qui disent qu'ils sont tous pourris le sont aussi. Bon, je sais pas ce que ça... Enfin, si c'est une vraie information, puisque je n'ai pas ce niveau, excusez-moi, hein, je ne travaille pas ni dans la justice, ni dans les médias plus importants. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans un cas où c'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas de confiance en Marine Le Pen. Hein. Autant peut-être j'ai pu en avoir un peu innocemment envers Jérôme Cahuzac, ministre du budget, qui me paraissait effectivement être un bon ministre, et personne ne l'a démenti au niveau de sa gestion, je le disais la semaine dernière. Autant Marine Le Pen, je ne lui accorde pas confiance, c'est comme ça, c'est un fait, et si cette histoire est vraie, eh bien ça le montre une fois de plus, c'est-à-dire que c'est facile de surfer sur des vagues, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, on surfe sur des vagues qui font plaisir aux gens, mais en fin de compte, là encore on ment, alors peut-être pas à l'Assemblée nationale pour le coup puisqu'elle n'y est pas, mais on ment à tous les Français dans tous les médias avec son toutou Philippot qui est là aussi, et voilà. Donc alors toutou, je le dis tout de suite, c'est pas quelque chose de méchant ou quoi que ce soit, hein, c'est parce qu'il est suiveur, et comme tous les toutous dans tous les partis, et comme tous les toutous partout, hein, voilà, c'était juste pour l'image, je voudrais pas qu'on m'attaque pour ça. Marc, peut-être un mot. Oui, je vais continuer là-dedans, mais Nicolas a dit oui, il faut pas dire tous pourris, tous pourris, tous pourris. C'est vrai qu'au début, j'ai dit ça, et je maintiens. Je maintiens parce que au fil du temps, j'avais été, Hugo, tu y avais été aussi. C'était pas la même conférence, mais on avait été voir Asselineau à des conférences. Moi, j'avais été à Meaux, tu avais été à Bussy, je me trompe pas. Et qu'en fait, démontrait que tous les principes de la Constitution. Moi, j'avais été sur une conférence sur la Constitution. Tous les principes de la Constitution étaient des trucs à la con ne sont pas concernés, mais les principes vraiment très importants ne sont plus respectés ou sont changés via des amendements, etc. Donc moi, j'ai vu cette conférence, j'ai regardé ailleurs si c'était vrai ou pas, j'ai recoupé, et puis finalement, oui, il avait totalement raison sur toute la ligne. Et voilà, donc tout ce qui concernait la protection du président, maintenant, il peut être maintenant... Il est quand même protégé. Avant, il ne l'était pas. Vraiment, la constitution de De Gaulle ne ressemble plus à rien du tout. Donc, quand on dit un truc,
quand on dit un truc qui maintenant, oui, ça respecte pas les droits, comme la fraude fiscale, c'est pas bien, voilà. Mais si vous saviez le nombre de décrets, d'articles de la Constitution qui sont pas respectés, moi ça me fait juste bien marrer. Pour moi, voilà, c'est une petite poussière ce truc-là. Et bon, moi je suis toujours un juge du tous pourri. De toute façon, moi je suis sûr que si on recherchait vraiment à foutre la merde sur tout le gouvernement, on arriverait bien à trouver des trucs. Vraiment, je suis sûr que. Et puis. Oui, et là, mais moi, je ça n'a pas d'intérêt quand à la politique qui mène, quoi. Tu avais dit tout à l'heure, c'est pas une question. Ou chez Walid qui avait dit, c'est pas une question d'ordre étatique. Non, je confonds. Oui, non, c'est c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire messieurs, messieurs. Moi, où la question d'État, moi, me pose problème. Alors, tu t'as cité le Rainbow Warrior. Oui, alors oui, évidemment, Mitterrand, via des agents qui se sont fait Ça, c'est une choper. affaire d'État. On fait couler un bateau de Greenpeace parce qu'on faisait des essais nucléaires, etc. Bon, juste pour résumer. Donc, c'est une affaire d'État parce que ça a été caché. Mais moi, l'affaire d'État part du principe où le président est quand même censé connaître qui il met au pouvoir. Alors, si on parle de la logique de Maxime et que justement il choisit pas ces personnes, on se dit bon bah c'est pas de sa faute. Mais si on part du postulat qui est très répandu que c'est le président qui choisit ses ministres, tu te renseignes quand même sur. Moi, c'est pour ça que je suis sûr s'il le connaissait avant, je suis sûr qu'il le connaissait. Ça reste une question d'État. C'est comme si le président qui est censé incarner. Tu penses qu'il le connaissait, qu'il savait qu'il détenait un compte? Je pense que j'ai des informations là-dessus. Alors, messieurs, moi je pense qu'il le savait. Je veux dire, soit il ne le sait pas et du coup là c'est quand même grave au niveau. Walid, laisse-le finir. C'est quand même grave du point de vue étatique parce que dire que notre président qui est censé Ça, nous c'est une affaire représenter. d'État dans ce cas-là. Voilà, mais justement, moi je suis sûr qu'il le sait, qu'il le savait. Tu peux pas mettre quelqu'un au pouvoir à des si hauts rangs si justement tu connais pas le tout, quoi. Je pense qu'il devrait le savoir, moi. C'est-à-dire que normalement, on devrait effectivement, Marc, parler de la Constitution. Alors, je sais pas si c'est une 6e République ou que ce soit, parce que ça revient un petit peu sur le devant de la scène en ce moment. Mais je pense qu'effectivement, alors, à l'instar de ce que fait les États-Unis, je crois avoir compris, puisqu'on en a parlé un petit peu ces derniers jours dans les médias, qu'effectivement, il devrait y avoir des espèces d'enquêtes de fait sur les personnes qu'on met au sommet de l'État pour être sûr que ce sont les bonnes personnes. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que le Parlement valide le choix du gouvernement. Et donc il y a de l'opposition et de la majorité qui valide ce choix après petite enquête réalisée sur les personnes qu'on met au gouvernement. Donc il y a un petit peu plus, alors peut-être aussi parce qu'on est un peu plus axé sur l'aspect religion, etc., donc on fait attention à ce qu'on fait, mais ça faudrait peut-être le mettre en France, c'est-à-dire faire gaffe à qui on met au pouvoir, ce qui n'est, on le sait, hein, la France est issue d'une longue tradition bourgeoise et voilà, et c'est aujourd'hui, on le voit, Jérôme Cahuzac, c'était une espèce alors il était médecin, il était esthétique. Voilà, cabinet de conseil, etc. Voilà, ouais. Bon, moi, il me paraissait sympathique, mais quand on regarde ce qu'il fait, c'est vrai que si j'avais su ce qu'il faisait, il me serait peut-être déjà moins paru sympathique. C'est con à dire, mais c'est ce que je pense. Alors, attends, à ce sujet, moi, je veux quand même rappeler que Hollande, c'était un. Toujours, moi, c'est rapidement. Bah oui, c'est qu'on approche de la fin de l'émission. Je voudrais quand même rappeler que Hollande, au moment de sa campagne, face à son adversaire, il disait j'aurai une république irréprochable, c'est un de mes engagements, etc. Bon, donc dès le départ, il aurait dû choisir des ministres qui étaient, c'est quoi ce mot, exemplaires. Bon, il s'est gouré, donc ça témoigne quand même d'une incompétence. Tout le monde peut me concéder ça. Donc il s'est trompé. Non, c'est pas de l'incompétence. Bah si, il a pas été compétent pour remplir son engagement d'avoir une république exemplaire. Mais tu il me a dis foiré son engagement. Qui s'est trompé, son ministre a menti devant tout le monde. Donc il a très bien pu mentir. Il y a des moyens. On voit bien que la justice elle est parvenue à éclaircir ce truc-là. On peut affirmer maintenant en étant mais comme sûr à la 100%. justice n'est pas au service, la justice n'étant pas au service du président de la République, il ne pouvait pas. C'est exactement comme Hollande qui disait qu'il ne pensait pas que la crise serait aussi longue, qu'elle serait aussi difficile. Voilà. Et bah pour moi ça c'est de l'incompétence. Comme là, je savais pas, mon ministre. Et puis on a des informations là-dessus. J'ai publié sur Facebook l'interview d'un commissaire aux comptes qui explique que depuis le 15 décembre déjà, il avait envoyé les informations et que Hollande ne pouvait pas ne pas savoir. Bon voilà, je ne peux pas l'affirmer. Mais ça c'est la thèse Mediapart, c'est-à-dire Mediapart l'a dit, donc Hollande le sait, non? C'est pas Mediapart. Oui, non, mais je veux dire, messieurs, calmez-vous. Non, en tout cas, il y a des éléments là-dessus, il faudrait y réfléchir. Dans tous les cas, là, à un moment donné, Hollande, il y a deux possibilités. Soit il est complice, c'est-à-dire il savait et donc il a couvert. Et on a même Pierre Moscovici maintenant qui est pris dans la tourmente. On se demande si, en tant que ministre des Finances, il a pas, ou de l'économie, je sais plus, il a pas, voilà, bon, il a pas utilisé des moyens publics, étatiques pour justement couvrir le ministre. Et donc soit c'est de la complicité, ce qui est très grave, soit c'est de l'incompétence, qui est aussi très grave. Je veux dire, dans les deux cas, c'est une crise, à mon avis, qui ébranle très largement la légitimité du pouvoir et du gouvernement en place.
Mais il y a juste un truc, juste Très rapidement. Après, Walid voulait Et peut-être là, parler. je réponds. je que voulais dis pour juste- ça. Attends, oui, Juste, excuse-moi. je pose juste une question, comme ça tu pourras répondre en Ouais, même temps. ouais. De toute façon, moi je suis sûr qu'il était au courant parce que si un média arrive à découvrir ça, si les plus hautes sphères du pouvoir n'arrivent pas à le découvrir, c'est qu'il y a quand même un problème. Alors c'est-à-dire que soit il était au courant, donc du coup il a menti, il l'a fait exprès, mais d'un côté, voilà, ça renvoie à une question d'État. Soit il était pas au courant, et là c'est vraiment un gros nul. C'est-à-dire que C'est ça que je veux dire. Moi, Alors, personnellement, j'ai attends, pas attends, dit qu'il juste n'était pas au finis. courant. J'ai Attends, dit qu'il n'était pas au courant Attends, mais- par la voie de la justice, c'est-à-dire celle qui régit le droit. Enfin, voilà. attends, Euh, et juste pour et terminer, pour et Pour vraiment, terminer, Maxime. vraiment j'en termine après Pour ça. c'était terminer, juste Maxime. Pour répondre à la question qui m'était posée de mes sources, du coup, il suffit. J'avais moi le Républicain Lorrain qui est dans la presse quotidienne régionale. Bon, mais on peut très bien. Il suffit de taper 30% Chypriote Banque 100 000 parce que c'est un montant de 100 000 euros à partir duquel on ponctionne. Vous avez quand même un tas d'articles, La Tribune, Le Figaro. Bon, il y en a d'autres évidemment. Et moi, c'est pas vraiment ça mes sources, mais je sais que pour parler, voilà, c'est disons des sources qui sont reconnues par une grande majorité de gens. Voilà. Alors, Walid, pour le mot de la fin de cette émission, Bah, merci qui déjà de me s'achève un laisser- peu dans. de voilà, me arrêtez laisser la brutalité. le mot de la fin. Personnellement, je pense que j'ai d'énormes doutes sur le fait qu'Hollande ait été au courant de cette affaire parce que c'est un risque beaucoup trop gros. Effectivement, il y a un problème et tu disais Marc très justement, s'il ne le sait pas, c'est qu'il y a un problème. Bah oui, effectivement, il y a un problème. Le fait que ce monsieur-là se soit retrouvé dans le gouvernement. Premièrement, il fait courir un risque, je pense, énorme. Par vanité certainement, ou je sais pas, par peut-être intérêt, le fait d'accepter une mission dans ce gouvernement, d'accepter un portefeuille ministériel et pas n'importe lequel, notamment vis-à-vis de cet or. Et surtout, voilà, moi je pense que c'était vraiment problématique à un moment donné pour cette majorité. Le cas Cahuzac est devenu problématique. Et je me demande si effectivement il n'était pas au courant, mais au moment où il a démissionné, parce que effectivement après coup on a eu des informations. Hollande hier, alors on ne sait jamais s'il y a une part de com ou une part de réalité. Il a dit c'est moi qui l'ai poussé à démissionner. Alors que si tu te souviens au moment de sa démission, c'était pas Hollande qui avait demandé à ce qu'il démissionne, c'était Cahuzac personnellement, dans une initiative personnelle, qui avait demandé à démissionner. Bon, voilà, sur ce point-là. Et pour revenir et terminer sur l'affaire de l'indépendance des médias, et sur l'affaire de Chypre, notamment Maxime citait le Républicain Lorrain, en disant effectivement, mais oui, il y a des médias, mais on arrive quand même à s'informer, il y a le Républicain Lorrain. C'est bien sur le Républicain Lorrain que tu as pu récupérer. C'est pas ma source de base. C'est pas ma source de base, mais je sais que il faut que je prenne des précautions parce que là on fait presque un travail journalistique et il faut que je donne des sources qui soient reconnues par mes contemporains. Donc moi ma source c'est pas ça. Moi ma source à l'origine c'est la revue de presse de Pierre Jovanovic, mais après je sais qu'il faut que j'essaye quand même de trouver l'information à travers des sources plus officielles. Mais là on en trouve quand même beaucoup. Bon voilà, le Républicain Lorrain qui parlait effectivement de fonctionnement de ces banques sur ce que j'ai pu lire de l'épargne des Chypriotes. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on cherche actionnariat du Républicain Lorrain, on tombe sur le Crédit Mutuel, qui est une banque. Oui, non, mais d'accord. Donc c'est bien la preuve que finalement, même en ayant des recours et en ayant un actionnariat où on retrouve des banques, des choses comme ça, on peut avoir quand même oui, mais toujours minimum avec 3 trains de d'indépendance. retard, et c'est pas ce qui fait la une. C'est-à-dire qu'il y a une tactique, je pense, justement, de désinformation qui est justement beaucoup plus subtile. C'est on en parle, mais on le met dans un encart. Et là, tu vois que tu n'étais pas au courant, pourtant tu te tiens Si, quand même moi, j'étais au relativement courant. informé. Des 30%. Ah oui, j'étais Ah, d'accord, totalement tu me informé. demandais. Mais je veux dire, Ah, les oui, gens oui. en général, c'est pas une information qui va, qui est tout de suite amenée, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, c'est- Cahuzac. Nicolas le signale, c'est vrai qu'on en parle peut-être maintenant un peu trop, alors qu'il y a le feu à la maison européenne, qu'on voit qu'il y a des petits pays qui commencent à tomber. La France risque d'être concernée par ce genre de problème, ça se traduirait peut-être pas de la même manière, mais on est bien atteint du même virus, du même mal. Et là, je crois qu'effectivement, le travail de la presse, ce serait de nous informer un peu plus sur ça. Et tu vois, finalement, d'une certaine manière, tu confirmes ce que je disais, je savais même pas que le Républicain Lorrain, c'était le Crédit Mutuel. Et comme je te rappelle, c'est pas ma source au départ. Voilà, je sais qu'après, vu qu'on me demande mes sources, si je dis la revue de presse de Pierre Jovanovic, tout le monde va dire, mais c'est quoi ce truc-là? Donc je dis, voilà, le Républicain Lorrain, même si c'est Crédit Mutuel. Si même voilà. eux le disent, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et la démission, si Cahuzac on va en a finir. démissionné, c'était pas Hollande qui le chassait, c'est mieux parce que pour préparer ma défense, je pourrais pas à la fois assurer C'est la mon version. travail de ministre, voilà, et faire C'est les la deux choses en version même temps, officielle en tout cas.
Donc affaire à suivre, on va voir dans les jours à venir, à la fois pour Chypre et pour l'affaire Cahuzac, est-ce que les hautes sphères de l'État savaient ou non. De la même manière que la RCA, on va voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Et puis on y reviendra en fonction des actualités dans cette émission qui se passe comme de coutume en direct tous les jeudis soirs à partir de 18h30 habituellement. Là, ce soir, c'est un horaire assez exceptionnel et voilà, une émission un peu écourtée. Messieurs, merci en très grand comité cette fois. Marc, Nicolas, Maxime et sur la fin Walid, merci beaucoup messieurs. Je souhaite à tout à chacun une excellente soirée, une excellente fin de semaine à l'écoute des émissions de Radio Rec. D'ici 45 minutes, la Minute Tazon. Donc si vous voulez un peu rigoler après cette presque heure et demie de politique, n'hésitez pas à rester à l'écoute. Voilà. Vous allez manger, vous revenez juste après pour la franche rigolade. Et puis la fin de semaine se découlera avec Cinebdo, avec Robin aux manettes. Très bonne fin de soirée, très bonne fin de semaine également. Et puis à la semaine prochaine.